Salut tout le monde, la pause de l'équipe nationale est terminée, la National League va donc reprendre ses droits, tout comme la Champions Hockey League d'ailleurs, puisqu'il y aura aussi des matchs cette semaine. Bienvenue dans cet épisode 9 de la saison 3 d'Overtime, je suis Pascal Eberhardt et je suis accompagné de mon collègue AOP, Jérôme Beuchat. Salut Jérôme. Salut Pascal, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Voilà, la petite blague AOP, c'est juste qu'en fait on a le même t-shirt d'un sponsor de hockey sur glace qui veut dire paysan, donc on s'est amusé. C'est un délire entre nous. N'hésitez pas, comme Quentin qui nous a déjà écrit dans le chat, à faire de même et à nous écrire vos questions, vos commentaires, vos remarques dans cet épisode. On va revenir un petit peu sur la pause avec un thème un peu général. Est-ce que la pause tombe au bon moment pour les différents clubs romans? On va aller dans cet ordre: Genève, Bienne, Lausanne, Fribourg et Ajoie pour ceux qui nous suivent en replay. Comme ça, vous pouvez déjà avancer s'il y a des parties qui vous intéressent pas. Mais c'est mieux de rester parce que il y a plein de choses à dire malgré tout. Et puis avant de nous lancer dans l'épisode, je vous rappelle que vous pourrez revoir le replay en vidéo sur YouTube cet après-midi et puis en audio sur SoundCloud, Spotify et Apple Podcast. Jérôme, t'es prêt? Mais je suis prêt, toujours prêt. Donc on se lance dans la revue du classement. Allez, c'est parti. Alors on commence avec le leader Genève Servette. Genève Servette qui est donc en tête avec 16 matchs, non c'est quoi, 20 matchs, 26 points. 46 points. Pardon, ouais, non, j'ai le... 20 matchs, 46 points voilà, pour Genève. Ça commence bien, nouvelle émission, toujours des fautes dans ce que je dis. Ils ont plus de points que Phil Poulard au classement. Non, j'avais pas vu que tu étais sur les meilleurs quoteurs. C'était surtout 19 matchs avec un point. Le seul adversaire qui les a battus en 60 minutes, c'est bien, ça tombe bien. C'est le match de demain, on en parlera un petit peu après. Finalement, Jérôme, la pause, est-ce qu'elle est arrivée au bon moment pour Genève? Eh bien, c'est toujours 50-50 hein, pour une pause. Non, mais c'est vrai. On voit toujours chaque année des équipes qui sont mieux après la pause et des équipes qui sont moins bien après la pause. Donc quand on est dans un bon trend, normalement on dit « Ah mince, il y a la pause qui arrive, ça va un peu nous couper les jambes et tout ». On a vu des joueurs qui étaient très contents que la pause arrive. Par exemple, à Bienne, on est très content que la pause arrive, même si on était sur un bon trend. À Genève, sûrement, les hockeyeurs qui ont envie de penser à autre chose, ils ont eu des jours de congé. Ça faisait un moment que les hockeyeurs n'avaient plus de jours de congé. On n'est plus obligé de dormir hockey, parler hockey, manger hockey. On peut faire vraiment autre chose. Et ça, je pense que ça fait du bien à tout le monde, même si, évidemment, il y a des joueurs qui ont été sélectionnés dans leur pays respectif pour cette semaine de hockey sur glace. Mais la grande majorité des joueurs, eh bien... ont eu quelques vacances, 2 jours, 3 jours, 4 jours, ça dépend des clubs. Et on peut repartir cette semaine au travail, tout frais. C'est comme quand nous, on revient de vacances, hein. Par exemple, on est tout content de revenir, on est tout frais. Ben eux, c'est exactement la même chose. Et puis en plus, demain, c'est le gros match au sommet. C'est un Genève-Bienne. Alors on verra laquelle des deux équipes a mieux géré la pause. Mais pour une rentrée des classes, on va dire ça comme ça, un Genève-Bienne, choc au sommet, on peut pas faire mieux. Ouais, pour revenir sur ce que tu disais par rapport aux joueurs qui partent en vacances, c'est vrai que si vous suivez sur les réseaux sociaux, alors plutôt sur Instagram parce qu'ils sont plus actifs dans les stories, on a vu beaucoup de joueurs qui sont partis à l'étranger. C'est vraiment l'idée, c'est comme tu le dis, couper, sortir la tête de ce qu'on fait. Ça peut aider à se ressourcer quand on est en tête du classement, que tout va bien, mais aussi à sortir de la mauvaise routine qui s'est installée dans certains clubs. Pour Genève, on l'a dit, ça va bien, les étrangers tournent bien, les joueurs suisses tournent bien, et la seule inquiétude pour l'instant, c'est la santé de Gauthier Desclous. On peut dire qu'il y a de plus gros problèmes dans certains clubs. Ah oui, alors ça c'est sûr, puis ça permet aussi aux joueurs qui sont légèrement blessés de faire une semaine de massage par exemple, ou une semaine d'entraînement, une semaine de stretching pour réparer les bobos. Donc normalement ça doit faire du bien. On verra demain laquelle des deux équipes aura le mieux géré cette pause. Et puis tu as parlé de l'équipe nationale, il y a 2 joueurs genevois qui sont partis avec l'équipe de Suisse. En Finlande, c'est Noirod et Roger Carrère. Les deux ont marqué lors de cette carrière à la Cup, où la Suisse a terminé 2e derrière la Suède avec... 3 matchs qui sont allés en prolongation, 2 victoires et une défaite. Ils ont fait les ouais. Ils ont beaucoup joué. Ils ont profité de leur maillot. Ils ont bien profité. Ces 2 joueurs-là, alors certes, eux, ils sont pas sortis du hockey sur glace. Ouais, mais ils ont vu autre chose. C'est exactement ça. Ils étaient avec d'autres joueurs, ils étaient avec un autre coach, dans un autre environnement. Ils ont découvert une nouvelle ville parce que la carrière à la Cup cette année était à Turku. Puisque, comme vous le savez, avec toutes les problématiques géopolitiques dans l'Est de l'Europe, la carrière à la Cup qui se déroule normalement à la patinoire
la patinoire moderne d'Helsinki. Elle a plus de nom depuis le début de ces événements. Et comme elle est en partie en main russe, la fédération finlandaise boude cette patinoire et a décidé non pas d'aller à Tampere pour jouer à la Nokia Arena. Alors ça, j'ai été un peu surpris. Mais on est allé à Turku. C'est une jolie patinoire un peu plus ancienne. La ville est assez tranquille, il y a beaucoup d'espace. C'est une ville de hockey sur glace. Alors il n'y a pas eu beaucoup de spectateurs pour cette Karjala Cup. Les chiffres sont un peu décevants. Mais pour eux, ça a été, voilà, on est dans un autre environnement, on se ressource différemment tout en jouant au hockey sur glace. Un but chacun, moi je trouve que c'est plutôt une bonne performance. Ils se sont bien montrés, ils ont montré à Patrick Fischer qu'ils étaient là. Je sais qu'il y a eu beaucoup de discussions autour de la sélection suisse avec beaucoup d'anciens, mais il ne faut pas oublier, il y a 2 points importants par rapport à ça. C'est oui, certes, c'est décevant de ne pas avoir plus de néophytes ou de joueurs qui ont moins l'habitude. Mais la Karjala Cup, c'est le premier des tournois sur les 8 que la Suisse va disputer ces 2 prochaines années face à ces équipes-là. Il y a un prize money au terme de chaque saison. Donc la Suisse, là, essaye de bien se montrer pour que dans 2 ans, elle se fasse aussi une belle publicité. Puis que finalement, les Tchèques, les Russes, et les Finlandais et les Suédois se disent que finalement, les Suisses, c'est peut-être mieux que les Russes. C'est peut-être mieux que les Russes, ouais. Avec une semaine maintenant de reprise pour Genève, on l'a dit. Gros match demain contre le HC Bienne. Il y a 6 points d'écart au classement. Bienne qui a 2 matchs en moins. Donc ça peut être la tête de National League qui se joue, en tout cas au nombre de points par match. Et puis ensuite Genève qui aura une petite pause parce qu'il rejoue que dimanche contre le HC Ajoie. Donc 2 matchs à la maison pour Genève qui va certainement engranger quelques points. Je vois mal Genève faire 0 sur ces 2 matchs. Après, ça peut arriver. On est en National League. On sait que tout le monde peut battre tout le monde. On l'a vu maintes et maintes fois cette saison. Dès qu'une équipe n'est pas à 100%, un tout petit peu en dessous, elle se fait manger par l'adversaire. Une ligue très, très compétitive. Donc, 2 matchs pour débuter cette semaine pour Genève Servette, qui va essayer évidemment de garder la tête du classement avec toujours son jeu qui est très attractif avec des étrangers qui performent, des Suisses qui performent aussi. Donc on va voir comment Genève a géré cette pause. Ce qui va être le plus important, c'est de continuer sur le powerplay qui tourne extrêmement bien, plus de 30%. Ouais, à peine plus que 30%, mais c'est un chiffre qui est absolument stratosphérique. Oui. Normalement on parle de 20. Voilà. Entre 20 et 22, normalement pour un bon powerplay. Là, j'avoue que c'est quelque chose qui est ultra surprenant au niveau de la qualité. Il y a Artikainen qui est le meilleur buteur de National League. Il enfile les buts en powerplay. 7 buts en powerplay, 5 à 55. Il y a eu aussi pas mal de critiques sur Artikainen et Omark au début de saison, mais on va comme signaler qu'ils sont à 1 point par match pour Artikainen, 0,9 pour Omark. C'est pas si mal. Et puis j'étais en train de regarder parce que je me souviens plus de la... Ah oui, voilà. Didier nous pose une question par rapport à la mec match de Carrère lors du match contre Lausanne. C'est une mec match pour bagarre. Il y a également eu Hugli qui était de l'autre côté et qui a pris aussi 5 plus mec match. Il veut savoir ce que toi t'en penses. Jérôme, je me tourne vers toi. Alors t'as pas vu le match puisque tu commentais autre chose. Mais est-ce que t'es choqué de voir une mec match dans un derby lémanique pour une bagarre? Alors la première chose qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'ils ont fait tomber les gants ou non? Parce qu'on sait que quand on enlève les gants, c'est directement mec match. Il n'y a même pas de discussion. Dès que vous enlevez les gants pour vous battre, même si vous donnez pas de coup de poing, si tu enlèves les gants pour te battre... Volontairement, oui. C'est important de le préciser. C'est pas, ils sont pas tombés parce que... Si on enlève les gants volontairement dans une bagarre, on est directement renvoyé au vestiaire, que la bagarre soit violente ou non. Ça, c'est déjà la première chose. Et puis ensuite, ça dépend... Comment est la bagarre? Ça dépend si les arbitres ont essayé de les séparer maintes et maintes fois et que les joueurs ont quand même continué de se battre ou non. Donc moi, comme ça, si on me dit 5 matchs sur bagarre, je suis pas choqué. Alors j'ai plus l'image en tête, Nicolas nous dit pas à son souvenir, je pense, pour les gants. C'était un derby. C'est pour ça aussi que c'était chaud. Il y avait encore que 1-0 pour Genève à ce moment-là. Il y avait pas mal de tension dans l'atmosphère au Vernet. Je pense que les arbitres ont voulu passer un message à ce moment-là et en disant ok, c'est nous qui tenons ce match, c'est pas vous qui allez faire la loi, donc vous avez décidé de vous battre, vestiaire. Ouais, parce que si tu donnes que 2 ou 2 plus 2, les autres joueurs vont se dire ok, ça veut dire que ce soir on peut se battre. Et puis du coup tu lances les choses. On a une question là de Ludovic qui nous demande comment on voit la saison de Genève et est-ce qu'ils sont favoris pour le titre.
Bah écoute, j'ai envie de te dire que Genève est premier du classement. Donc forcément, quand tu es en tête après un peu plus d'un tiers de la saison, bah forcément tu es favori pour le titre. On l'a assez rappelé, on le rappellera, les étrangers de Genève sont sûrement les meilleurs de la ligue. Pour l'instant, tout tourne, sauf la place de gardien, comme tu l'as dit, Pascal. Le gros point d'interrogation, c'est la santé de Gauthier Desclous, parce que si Genève doit faire sans Gauthier Desclous, ça va être compliqué. Alors, est-ce qu'ils vont aller chercher un gardien étranger, puis à ce moment-là, tu dois enlever un des étrangers? Mais en attendant, Robert Mayer, sur les 2 derniers matchs, est extrêmement solide. Mais Robert Mayer, il va pas encore faire 32 matchs de saison régulière, plus les playoffs. Ça va quand même être compliqué pour lui. Alors oui, tu peux mettre un gardien remplaçant. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire, oui, Genève est l'un des favoris au titre. C'est pas le seul favori, mais c'est l'un des favoris au titre, oui. J'aime bien ton raisonnement là-dessus. C'est vrai que forcément, en étant leader, en ayant, comme j'ai dit, 19 matchs avec au moins 1 point cette saison, forcément, il y a quelque chose qui... on est obligé de penser à ça. Et puis Thierry le rappelle, je parlais du match de vendredi, le match de vendredi à Fribourg. Ils ont marqué des points à la Genève. Franchement, il y a beaucoup de supporters fribourgeois qui ont... Certes, il y a eu ce hors-jeu non sifflé sur l'action qui a amené le premier but, mais derrière, il y a personne qui dit ça passe même plus. Voilà, il y a eu cette problématique. Mais le tel match qu'a fait Genève Servette ce soir-là, en fait, la problématique, elle disparaît parce qu'il y avait 2 équipes complètement différentes sur la glace et une équipe qui a largement dominé l'autre, le leader qui a fait une très forte impression. Moi, j'ai regardé ce match-là puisque je ne travaillais pas. C'était un petit peu compliqué. Puis pour répondre à Jérôme par rapport à Charlin, non. Ils ne peuvent pas les rappeler. Au début, quand il y a eu la blessure de Gauthier Desclous à Langnau, Marc Gauchi ne savait plus parce qu'il n'avait pas le contrat sous les yeux de prêt, le protocole de prêt. Et donc il a ensuite regardé, puis le vendredi, il avait pu confirmer que non, Charlin a passé toute la saison à Langnau, donc il n'y aura pas de possibilité de le rappeler. Et puis on a une question sur le derby de demain. Est-ce que psychologiquement, ça peut faire une différence suivant qui c'est qui gagne? Bah déjà, il y a une revanche à prendre, parce qu'on l'a dit avant, tu l'as dit Pascal. Oui, c'est moi qui ai commenté ce match-là en plus. Bienne est la seule équipe qui a battu Genève en 60 minutes cette saison. C'était 2-0 à la Thistor Arena, donc je pense que Genève a envie de prendre sa revanche. Et puis évidemment, l'aspect psychologique, il entre en ligne de compte. Si tu joues 4-5 fois contre une équipe en saison et que tu as gagné 4 fois et que tu retrouves cette équipe en play-off après... C'est que 4 fois cette année, Jérôme. Oui, mais dans les autres années. Mais c'est égal, mais même si tu as joué 4 fois cette saison contre une équipe et que tu les as battus 3 ou 4 fois et que tu les rencontres en play-off, eh bien forcément que psychologiquement, l'équipe va se dire, oula, on a déjà perdu 3 ou 4 fois cette année contre eux, il y a ça qui allait pas, il faut absolument qu'on change. Alors que si tu arrives en ayant battu l'équipe 3 à 4 fois, tu vas dire, on a un ascendant psychologique. Donc même si c'est que un match du mois de novembre, c'est pas forcément un match anodin. Ça peut aussi marquer les esprits. Comme tu l'as dit, je pense que Genève, en allant mettre 6-2 à Fribourg juste avant la pause, je pense que là, les Servettiens ont marqué les esprits, vraiment. Et puis par rapport au match de demain, tu l'as dit, il y a eu 2-0. Alors certes, on revient largement en arrière, parce que c'est le deuxième match de la saison. Genève n'était pas aussi rodé que maintenant, sans mauvais jeu de mots pour le capitaine. Était pas autant fluide dans son jeu. Il y avait ça se cherchait encore pas mal. Et franchement, moi je me réjouissais d'aller voir ce match, d'aller commenter ce match-là, parce que ça promettait d'être un très beau match. Et j'avais été très déçu de la performance de Genève Servette, parce que j'avais trouvé que l'équipe tenait pas ses promesses. Et derrière, ils sont en série en cours, 18 matchs avec au moins un point consécutif. Franchement, je les ai recommentés contre Lugano. Ensuite, une semaine après, c'était déjà plus la même équipe. Je les ai commentés contre Zug. La démonstration contre Zug, où là, franchement, j'ai été sur le cul. Il n'y a pas d'autre terme. Tellement c'était une équipe différente. Et la jouerie de cette équipe est vraiment impressionnante. Alors pour l'instant, on est très laudatif là-dessus. Mais j'aime aussi beaucoup de ce que j'ai vu de Bienne, parce que je les ai commentés qu'une fois cette saison, le fameux match. Mais sur ce match-là contre Genève à la Tissot Arena, Bienne m'a énormément impressionné. Et pourtant, c'était le début de saison. Il y avait encore pas mal de joueurs qui étaient absents ou qui revenaient tout juste de blessure, puisque c'était le deuxième match de la saison. Il y avait encore pas mal de mise en place à faire. Et Bienne a été sur ce match-là extrêmement bon.
Et depuis, c'est quasiment pas descendu. Ils viennent de finir leur série de Ouais, victoires. je pense La que- Bienne, ils ont perdu à Lugano. Donc on peut s'attendre à un gros match demain, vraiment. Un très gros match. Alors je te propose, Jérôme, maintenant qu'on a pas mal teasé ce match-là, c'est parler justement On parle de Bienne. de Bienne. Mais allons-y. C'est Bienne qui est donc 12e avec 6 points de retard et 2 matchs en moins. Ce qui fait Exactement. que, en théorie, s'ils gagnent les 2 matchs, en plus, ils sont premiers puisqu'ils ont pour l'instant la confrontation directe en leur faveur en cas d'égalité de points. Le match de demain, comme tu l'as dit, sera très intéressant. Moi, j'ai bien aimé depuis le début de la saison Harris Atterri dans les buts. Ouais. Il a fait une préparation très compliquée. Là, il est parti avec la Finlande. Il a joué 2 matchs. Il est à 96,2% de moyenne, il me semble. Seulement. Il a un but encaissé contre la Finlande et 2 buts contre la Suisse et 3 buts contre la Suisse. Mais il a des statistiques de folie dans ce tournoi finlandais. C'est la pièce pour moi maîtresse du côté du HC Bienne. Il faut s'appuyer là-dessus, sans rien enlever à Simon Ritz qui fait de très bons matchs aussi. On a vu un HC Bienne qui a dû gérer pas mal de blessures. C'est une équipe qui a eu beaucoup de blessures ou de maladies. Et pourtant, comme chaque année, j'ai l'impression que les absents, c'est pas grave à Bienne. On trouve toujours une solution. Mais en fait, à Bienne, ce qu'ils font, c'est que quand vous avez, par exemple, je prends l'exemple de Yakovenko qui a eu un match de suspension cette saison, il est remplacé par Noah Delémont dans l'alignement, mais poste pour poste. Ça veut dire que Yakovenko joue le powerplay, il n'est pas là, c'est Noah Delémont qui joue le powerplay. C'est vraiment un changement poste pour poste. Kunti était malade, c'est Tanner qui est venu au centre de Kunsley et de Brunner. Il n'y a pas une augmentation des lignes, par exemple, dans certains clubs, s'il vous manque le centre de la deuxième ligne, par exemple, c'est le centre de la troisième qui va monter en deuxième, le centre de la 4 qui va monter en 3, et puis le 13e attaquant qui va se retrouver dans la quatrième ligne. Là, à Bienne, il vous manque le centre de la deuxième, eh bien, c'est le 13e attaquant qui va faire le centre de la deuxième, où on mixe un peu. Mais on ne change pas toutes les lignes, en fait. Alors, c'est une manière de faire de Antti Termanen. Pour l'instant, ça fonctionne. Il n'y a pas que cette année qui fait ça. Ça fait plusieurs années qu'il fonctionne comme ça. Et on chamboule pas tout du côté du HC Bienne quand on a un absent. Et c'est peut-être ça la force de Bienne finalement, c'est que quand il manque quelqu'un, finalement on le remplace poste pour poste. Chacun a toujours les mêmes responsabilités finalement. Et puis ça marche. Par contre à Bienne, il y aura un absent, c'est Guillaume Maillard, qui a quitté le HC Bienne, enfin son prêt est arrivé à son terme. Guillaume Maillard, c'est 13 matchs avec Bienne, 2 buts, 2 assists, donc 4 points. 8 minutes 37 de temps de jeu en moyenne. Il n'a pas été aligné en supériorité numérique, Guillaume Maillard. On pouvait évidemment s'y attendre. Il retourne maintenant du côté du LHC. Alors Pascal, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ce prêt a été bénéfique pour Guillaume Maillard ? Pour Guillaume Maillard, oui. Clairement, parce que je pense que avec tout ce que Lausanne a traversé, on y reviendra juste après, puisqu'on parlera de Lausanne ensuite, pour moi, il a pu se retrouver dans un environnement où il l'a dit lui-même à l'interview, il se sentait bien, il avait la confiance de son entraîneur, de son directeur sportif. On est allé le chercher du côté de Bienne parce qu'il n'aurait pas eu de temps de jeu à Lausanne avec l'effectif en début de saison, l'effectif pléthorique du LHC. Et à Bienne, il y avait besoin, juste avant la saison, de joueurs, puisqu'il y avait de nombreuses blessures, de nombreux malades. Il y avait ce besoin de profondeur. Et derrière, on ne lui a pas donné un surrôle. Oui, il a commencé en deuxième ligne, mais très vite, il s'est retrouvé en quatrième ligne. Ouais. Ce qui est plutôt son rôle actuellement dans son développement. On lui a fait confiance. Quand il a moins bien joué, on l'a mis 13e attaquant ou surnuméraire, puisqu'il a quand même manqué en plus des 3 matchs de suspension, quelques matchs où 3, il en a manqué en plus de la suspension. Ouais. Voilà. Mais il était dans un environnement positif, où il a pu se développer, où il a pu discuter avec un coach qui est très communicant. Il y a un bon entourage du côté de Bienne. En tout cas, c'est ce qui ressort de tout ce qu'on discute avec les joueurs. C'est que l'environnement est sain à Bienne. On se fait plaisir, on s'amuse. Les consignes, c'est un petit peu freestyle, comme le dit si bien Laurent Kleisel à chaque fois. C'est le hockey freestyle. C'est une bonne expérience. Comme dit Quentin, je suis tout à fait d'accord avec lui. Pour Guillaume Maillard, c'est une bonne expérience. Maintenant, la question, c'est est-ce que Bienne a bien utilisé Guillaume Maillard ? Là, je te laisse plutôt donner ton avis.
Bah écoute, Guillaume Maillard, c'est un joueur de quatrième bloc. Il a utilisé dans le quatrième bloc. À Bienne, on utilise surtout le quatrième bloc lors des fins de supériorité numérique ou d'infériorité numérique. Évidemment, c'est pour laisser reposer le premier et le deuxième bloc. Il n'y a pas qu'à Bienne qu'on utilise le quatrième bloc dans ces situations-là. Normalement, le quatrième bloc sert aussi à ça. Après, il y a des matchs où Tormanen a fait tourner 1-2-3-4, 1-2-3-4. Donc là, évidemment, Guillaume Maillard a eu un peu plus de temps de jeu. 8 minutes 37 par match, c'est quand même pas mal. C'est pas juste 30 secondes ou une minute comme certains 13e attaquants. Il y a quand même 8 minutes 37, donc on a vu qu'il a été sur glace. Il a quand même fait 4 points en 13 matchs. Donc on a vu, il a quand même été impliqué. Il a été décisif aussi avec ses 2 buts. Maintenant, moi je trouve que c'est logique qu'il retourne à Lausanne. On va en parler tout à l'heure, mais il y a le changement d'entraîneur, bien évidemment. L'entraîneur a dit, moi je prends mes joueurs, ils sont tous sur le même pied d'égalité. Donc je trouve que c'est une certaine logique que Guillaume Maillard, qui n'avait pas sa place dans le LHC du début de saison, eh bien maintenant il retente sa chance avec le nouvel entraîneur. On espère pour lui évidemment qu'il va être dans les 13 attaquants et qu'il va jouer avec le LHC. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais je pense que pour Guillaume Maillard, ça a fait du bien de faire ce début de saison avec Bienne. Et puis, comme on le dit toujours, avec Lausanne, il aurait été en tribune. Donc, vaut mieux jouer 8 minutes et demie avec Bienne par match que d'être en tribune avec le Lausanne Hockey Club, parce que chaque joueur a envie de jouer et a besoin de jouer. Et c'est pas forcément pendant les entraînements qu'on prend de l'expérience et qu'on s'améliore, mais c'est surtout pendant les matchs. Donc je pense que 13 matchs pour lui avec Bienne, ça vaut 30 ou 40 entraînements avec le LHC sans faire de match. Ouais, de toute façon, les joueurs disent toujours, hein, vaut mieux jouer des matchs que s'entraîner. C'est pour ça qu'ils aiment bien les playoffs aussi, parce qu'on s'entraîne moins, il y a beaucoup de matchs. On va peut-être revenir sur le calendrier de Bienne. Cette semaine, il joue à Genève demain, on l'a dit, le choc au sommet. Puis ensuite, vendredi, ils reçoivent Zoug. Là aussi, gros match. Et puis samedi, ils vont chez le surprenant néo-promu à Cloton. Donc une semaine à 3 matchs pour Bienne. La reprise, c'est directement dans le bain. On va dire ça comme ça. Ouais, et puis ce sera un match à pas prendre à la légère, le dernier. Hein. C'est clair que Cloton, quand on prend le calendrier, c'est clair, il y a le choc au sommet demain, il y a le match contre Zoug, forcément contre le double champion, il y a toujours de la motivation. Puis derrière, il y a un match à Cloton. Faut se méfier, Cloton, c'est devenu une équipe qui est très difficile à jouer. Il commence à se passer quelque chose du côté de Cloton. Donc là-dessus, Bienne doit faire attention parce que c'est le match faute banane, clairement. Ah, oui. Je dis pas qu'ils vont prendre une valise ou non, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais c'est clairement le match où ils pourraient perdre des plumes. Ah bah oui, Cloton, c'est 8 victoires en 19 matchs. Dont certaines assez surprenantes. Assez c'est pas Zurich qui va dire le contraire dans le premier derby zurichois, où là il y a eu aussi pas mal de tensions. On a parlé de Sateri qui était parti en équipe nationale. Il y a Yannick Radrieb aussi qui est parti à la place de Gaëtan Haas. Alors c'est pas à la place de Gaëtan Haas, mais au niveau de l'équipe, t'as compris ce que je voulais dire. Ces deux joueurs-là ont la même chose, eu un autre contexte pour la pause. On a parlé de est-ce que la pause a été bénéfique pour Genève Servette, est-ce que la pause pour Bienne a été bénéfique en sachant qu'ils ont terminé leur série de victoires par une défaite. Ils étaient un peu euphoriques pendant tout le mois d'octobre. On sait que le mois de novembre, on tremble un petit peu dans les tribunes de la Tissot Arena parce ils n'aiment pas le mois de novembre. Le mois de novembre n'est pas aimé à Bienne. Est-ce que cette pause qui arrive, il me semble un tout petit peu plus tard qu'une semaine après par rapport aux autres années, elle n'est pas bénéfique justement parce qu'il y aura moins de matchs en novembre et puis que le club a eu le temps de penser à autre chose. Ah, mais Bienne était sur 10 victoires de suite. Ils n'ont pas réussi à faire 11 du côté de Lugano. Je crois que Lugano, ils veulent garder leur record en fait. Ouais, et puis le match, ils sont pas loin. Bien honnêtement, ils perdent 3-2. Il y a un 1 contre 1 qui aurait pu faire 3-3. C'est Olofsson qui se présente seul. Il marque pas le 3-3. Et puis derrière, il y a Muller qui se présente seul. Et puis lui, il met le 4-2. C'est un peu le changement de match. Mais j'avais commenté ce match. À la fin du match, les Biennois, oui, ils étaient déçus d'avoir perdu. Mais c'était pas grave. Non plus, on a salué les joueurs qui avaient quand même le sourire dans les couloirs. Et puis je crois qu'ils étaient contents d'arriver en pause. Eux, ils avaient congé jusqu'à mercredi. Donc ça faisait quand même 3-4 jours de pause sans penser au hockey sur glace. Et puis je pense que du côté biennois, on a remis tout ça en jambes dès le milieu de la semaine passée. Et puis on est focus sur ce match de demain parce qu'on sait que c'est un gros match en plus à Genève, au Vernet. Donc on verra là aussi, hein, on l'a dit avant, gérer une pause, c'est pas forcément
évident, mais je pense que du côté de Bienne, on a surtout pris cette pause pour réparer les bobos, pour penser à autre chose, et puis pour préparer gentiment le match de demain. Tu parles de réparer les bobos. Gaëtan Haas a renoncé à la carrière à la Cup pour une petite blessure. Lui, je sais pas qu'est-ce qu'il avait comme blessure, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, mais c'est vrai qu'il connaît un bon début de saison. Je pense qu'il faut le souligner. Après la saison difficile qu'il a eue lors de son retour en Suisse, là, il a une très, très bon début de saison. À voir si la H2O a bien tenu. Par contre, je n'ai pas regardé si Hofer était parti en équipe d'Autriche. On sait que Olofsson non, parce que les Suédois ont pris que des joueurs suédois à la carrière à la Cup. Mais je pense que là, il faut retrouver l'alchimie. Je ne pense pas qu'il l'ait perdu en une semaine de pause. Mais c'est ce que j'aime bien du côté de Bienne, c'est que l'année passée, on avait la ligne des Uriquois et puis un petit peu le duo Rajala-Haas. Cette année, on a le duo Rajala-Salinen. La ligne des Uriquois qui est en train de se reconstituer gentiment, puisqu'ils ont pour l'instant pas beaucoup joué ensemble, mais on sent qu'eux, ils n'ont pas besoin de beaucoup de matchs pour avoir des automatismes. Et puis la fameuse H2O qui fonctionne très bien. Et puis la quatrième ligne qui vient compléter tout ça. Donc on a vraiment, au niveau offensif, un très bel équilibre. Au niveau défensif aussi, j'aime toujours autant Victor Löw. Je trouve il apporte énormément. Et pour un Yannick Radgeb, avoir Victor Löw à côté, c'est extraordinaire parce que vraiment, on sent que Radgeb, depuis 1 an et demi, il est sur une pente très ascendante. Et ça, c'est les points positifs du côté du HC Bienne. Ouais, puis en plus, il vient de marquer quelques buts là, sur les derniers matchs, Yannick Radgeb. Non, HC Bienne, bien plus équilibré que les années précédentes, j'ai l'impression. Voilà pour le HC Bienne. On a parlé de Guillaume Maillard et de son retour à Lausanne. Donc on va aller du côté de la Vaudoise Arena. Là, l'actualité de la pause, en fait, on a profité de la pause du côté du LHC pour faire un petit peu le ménage. J'aime pas tellement cette expression, mais en tout cas, réorganiser un petit peu la maison lausannoise avec un propriétaire minoritaire qu'on a remis à son rôle de propriétaire minoritaire, de ne plus s'occuper du sportif. John Fuss qui monte d'un étage, il quitte le banc pour être directeur sportif à temps plein et prendre les décisions avec Justin Kruger comme assistant directeur sportif. Et puis, arrivée de 2 nouveaux entraîneurs, Jeff Ward, entraîneur principal canadien, et Peter Anderson, le père de Calle Anderson qui joue à Lugano. Ça tombe très bien, le premier match, c'est contre lui, comme assistant, un entraîneur qui connaît notre championnat puisqu'il y a joué, il a gagné le titre avec Christo en 1999 avec Lugano, puis il a aussi également coaché ce même HC Lugano. Il revient en Suisse dans un rôle d'assistant, ça fait à peu près 16 mois qu'il n'a pas coaché puisqu'il s'est fait débarquer de Brines suite à l'élimination, suite à la mauvaise saison qu'il avait connue la dernière fois, mais c'est un coach qui a c'est 2 coachs qui ont énormément d'expérience. On est parti de John Fust, qui avait peu d'expérience, relativement jeune, plutôt dans la tendance actuelle des coachs, avec 2 coachs qui ont beaucoup d'expérience, qui sont plus âgés. Jeff Ward a 60 ans, Anderson en a 57. C'est une tendance pour essayer de stabiliser ou c'est une tendance pour essayer d'amener quelque chose de nouveau? Écoute, moi je crois qu'à Lausanne, ils avaient besoin de quelque chose de nouveau. Lausanne est avant-dernier, ils ont à peine plus d'1 point par match. C'est pas la place où doit être Lausanne, il faut être franc. Quand tu vois l'effectif vaudois, on peut pas être avant-dernier du classement. Il y a clairement des joueurs qui n'étaient pas à leur niveau. Alors est-ce que c'est un problème d'entraîneur? Est-ce que c'est un problème de jeu? Est-ce que c'est un problème de ce qu'on demande aux joueurs qui n'est pas dans ses aptitudes? Ça c'est possible aussi. Je pense qu'il fallait un changement. Lausanne l'a fait. Ils sont venus avec un entraîneur ou même un duo d'entraîneurs d'expérience. À mon avis, quand ces entraîneurs-là vont parler, les joueurs vont écouter. Tu peux pas tellement remettre en cause leurs paroles parce que ils ont une certaine. Ouais, non, mais je veux dire, ils ont. J'ai envie de dire, Jeff Ward, il sort sa bague de la Coupe Stanley. Certes, il est assistant, mais il a quand même gagné la Coupe Stanley. Il a la notoriété. Je pense que si un gars comme Jeff Ward, il te dit quelque chose, tu vas l'écouter, ou en tout cas tu vas l'écouter et essayer de faire ce qu'il te dit de faire dans un premier temps. Il a dit que tout le monde était à égalité, donc les joueurs devront faire un pas supplémentaire parce que
Quand on dit ça, ça veut dire que les places dans les 2 premiers trios ne sont pas assurées. Les places en power play ne sont pas assurées non plus, évidemment. Tout le monde a envie de jouer dans les 2 premiers blocs. Tout le monde a envie de jouer en power play. Et j'espère vraiment qu'il va faire ça, qu'il va pas dire, ok, les étrangers, de toute façon, ils seront en power play. Les internationaux, de toute façon, en power play. Là, il a dit que tout le monde était sur le même pied d'égalité. Donc, on va voir si c'est vraiment vrai ou non. Et il va apporter des changements. Évidemment, il y a des joueurs qui sont peut-être assis dans d'autres chaises qui vont peut-être mieux leur correspondre. Et est-ce que Lausanne va faire comme Genève l'année passée, c'est-à-dire aller se qualifier pour les pré-playoffs? Genève, ils étaient à 1 point par match. 1 point par match, 23, 23. La Lausanne est à 19 matchs, 20 points, donc c'est à peu près la même chose. Donc on va voir s'ils vont réussir à remonter. Il y a 4 points d'écart par rapport au 10e Langnau pour le Lausanne Hockey Club. Donc il fallait faire quelque chose du côté de Lausanne. On a changé d'entraîneur. Il y a eu la pause, il y a eu un changement d'entraîneur et une pause. Il faut digérer tout ça pour les Vaudois maintenant. Des Vaudois qui joueront contre Lugano mercredi. C'est pas demain, c'est mercredi. Et puis ensuite, ils joueront samedi à Zoug et dimanche contre Langnau. Un match à 6 points contre Langnau. On peut déjà appeler ça comme ça. Non, mais c'est un match assez... Il y a 4 points d'écart au classement entre les 2 équipes. Donc, si tu gagnes, tu reviens à 1 point. Si tu perds, t'es à 7. Donc, ça peut être assez tendu comme match. Donc, on va voir une semaine déjà de grands tests pour le LHC. Alors, je l'ai fait rapidement pendant que tu parlais, un petit calcul pour revenir sur le nombre de points en comparaison avec Genève. On sait que l'année passée, Genève a fait à peu près 2 points par match après le changement d'entraîneur. Ce qui fait, si on fait le même calcul, extrapolation absolument pas du tout scientifique, c'est toujours dangereux de faire ça. En gros, ils devraient faire 66 points, ce qui les amènerait à 86 s'ils font 2 points par match. Ouais. 86 points, c'est 1 point de moins que leur total de l'année passée. Et vous étiez 7e. Donc voilà la mission à peu près du Lausanne Hockey Club. Je pense que là, c'est quelque chose qui m'a bien plu dans le discours de Jeff Ward. Je vous dirai ce qui m'a moins plu dans le discours de Jeff Ward lors de l'interview que j'ai faite avec lui lors de sa présentation. Il disait, les résultats des matchs, c'est pas important, c'est d'essayer d'arriver le plus haut possible. Il disait, si on arrive dans la première moitié, c'est génial. Si on est dans le top 10, ça va aussi, on ne sera pas déçu, on aura réussi notre mission. En gros, c'est ce qu'il dit. Ce que j'ai moins aimé, c'est que j'avais l'impression d'avoir Mark French en face de moi. Il utilisait le mot process énormément de fois. Il termine d'ailleurs une des réponses en disant le plus important au final, c'est le process. Ça me dérange un petit peu parce que oui, la façon de jouer, l'effort et tout ça est important. Mais si c'est juste le process, ça va se terminer comme avec Mark French. Il va pas aller au bout de ses 2 ans et demi de contrat. Et ça va être un peu décevant pour les supporters du Lausanne Hockey Club. Par contre, j'aime bien son histoire de tout le monde part sur un pied d'égalité aussi. Maintenant, est-ce que c'était le discours politique face à la caméra pour dire... C'est ça, on verra. On donne une chance. Est-ce qu'il ne va pas s'appuyer plutôt sur les joueurs qu'il connaît? Je ne dis pas qu'il connaît parfaitement Daniel Audette, mais c'est un joueur de NHL. Il l'a vu en NHL. Il connaît sa réputation de joueur en NHL. Donc, potentiellement, c'est un joueur qui pourrait bénéficier juste comme ça, sans entraînement, d'un traitement de faveur. Bon, je vois pas Daniel Audette pas aligné sur le powerplay. Non, moi non plus. Honnêtement, moi non plus. Mais disons que voilà, c'est quelque chose de... Il faut... C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que le coach vient avec son discours policé pour nous, pour la presse, pour les supporters, pour essayer de montrer que il est là pour relancer l'équipe et l'amener à l'échelon supérieur. Mais d'un autre côté, il y a la réalité de la chose. Qu'est-ce que John Foust lui a déjà dit avant? Parce que John Foust va faire partie du processus aussi, en tout cas dans les premiers temps, pas de sélection des joueurs, mais les entretiens qu'il y a eu avec les joueurs. Est-ce que ça va être suffisant? Est-ce qu'on va effectivement avoir les promesses de la conférence de presse qui vont être appliquées dès mercredi? Peut-être au début. Après, je pense qu'il va essayer très vite de trouver, non pas des trios, mais des duos en attaque. C'est le plus important maintenant, c'est d'avoir 2 joueurs qui vont très bien ensemble et puis on cherche un complément. Je parlais de Salinan Rayala précédemment. C'est vers ça qu'on tourne de plus en plus maintenant dans le coaching, même si je parlais de l'âge de Ward et d'Anderson qui sont plutôt plus proches de la retraite que nous. Je
pense qu'ils ont encore assez l'esprit ouvert d'avoir été assistants et entraîneurs principaux. Les deux, au cours de leur carrière, aident aussi à ça. Et puis, le fait que John Fuss, en fait, n'ait pas été débarqué du Lausanne Hockey Club, il a juste changé de rôle. Il connaît l'équipe. Il peut aussi les aider, il connaît bien le hockey suisse. Ludovic nous disait, est-ce que c'est pas dangereux de prendre un coach principal qui ne connaît pas le hockey suisse? Oui et non. C'est dangereux parce que il connaît pas, donc forcément, il part de rien, donc ça peut être dangereux par rapport à juste prendre le classement et dire ah ouais ok, Ajoie ils sont 14e, ça va être facile contre Ajoie. Désolé pour l'exemple, mais c'est la seule équipe qui est derrière le Lausanne Hockey Club actuellement. L'autre avantage, c'est que pour lui, chaque match est une découverte. Donc pour chaque match, il faut être préparé à 100%. Il faut prendre ce match au sérieux. Et c'est quelque chose qu'il va aussi transmettre à ses joueurs en disant tout ce qui s'est passé avant, j'en ai rien à secouer. Ce qui compte, c'est le match maintenant. Puck drop, vous êtes prêts, on joue 60 minutes. Ou plus. Et puis au niveau de la pression, il a coaché en NHL, donc je pense qu'il va réussir à la gérer. Il prend une équipe qui est avant-dernière du classement, donc il peut faire pire, mais je pense pas. Non, mais il peut que faire progresser le Lausanne Hockey Club, donc je pense pas qu'il prend beaucoup de risques par rapport à son engagement. Et puis il faut dire aussi, pour défendre le Lausanne Hockey Club, qu'il y a eu quand même pas mal de blessés. Je veux dire, c'est une équipe qui, depuis le début de la saison, n'a pas beaucoup joué au complet. Il y a des joueurs clés qui manquent aussi. On pense à Raffel, par exemple, qui s'est blessé très tôt. Et lui, on le prenait vraiment sur le powerplay pour se mettre devant le gardien, pour gêner. Lui, il n'est pas là. Avec son expérience NHL. Avec son expérience NHL. Derrière, il y a Glauser qui s'est blessé aussi, qui est devenu un défenseur très important au niveau du Lausanne Hockey Club. En fin de saison, Fabian Eldner, qui n'était pas là non plus, qui lui apporte beaucoup de sécurité derrière. On a un Tobias Stefan qui n'a pas l'air non plus à 100% parce que les matchs qu'il fait, c'est plus le Tobias Stefan des dernières années. Donc il doit quand même y avoir quelque chose qui se passe à ce niveau-là. On a un Michael Ugly, on le reconnaît pas, c'est pas celui qui a joué avec le maillot de Bienne les dernières années. Pour reprendre l'expression de d'autres personnes, c'est plutôt Jean-Michel Ugly en ce moment. Ça doit être son cousin. Hans Michael Ugly. Alors, je sais pas s'il ne s'est pas acclimaté au Lausanne Hockey Club, si c'est la façon de jouer qui ne lui convient pas, s'il est assis dans une mauvaise chaise où on l'utilise peut-être mal. Est-ce qu'il n'a pas la confiance qu'il avait à Bienne? Est-ce qu'il n'a pas les partenaires qu'il avait à Bienne? Est-ce qu'il n'a pas les mêmes pucks qu'il recevait forcément à Bienne? Ma foi, il doit faire aussi son chemin. Donc quand vous mettez tout ça bout à bout, eh bien, ça fait quand même beaucoup du Lausanne Hockey Club. Alors, est-ce que des joueurs vont revenir maintenant du côté du LHC? Si vous avez une ou deux arrivées maintenant du côté du LHC, ça va aussi descendre les joueurs dans les blocs. Vous avez un Raffel qui va peut-être arriver dans le deuxième bloc. Du coup, il y a un joueur du deuxième qui va aller en troisième, un du troisième dans le quatrième. Et puis, ça va réaugmenter le niveau de l'équipe. Et tout de suite, ça peut forcément prendre. Donc, du côté de Lausanne, ça peut matcher maintenant. À voir ce que ça donnera au niveau surtout des retours dans la défense. C'est les questions de Rodrigo. Oui. Devant, il y a plutôt des super attaquants. Il y a des lignes qui tournaient plus ou moins bien. Je pense à C4 Ria, Fuchs qui tournait plutôt pas trop mal. C'est 3,4 buts reçus par match, Lausanne, depuis le début de la saison. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop. Je sais plus où j'en étais. Ah oui, la défense, pour reprendre à Rodrigo, oui, il faut resserrer les rangs derrière, mais comme tu l'as dit, Poulenov a été blessé, Stéphane n'est pas à 100% et a été blessé, Östlund a offert quelques garanties quand il a dû jouer, mais ça n'a pas été ça non plus. Il y a Adler et Glauser qui ont été blessés. Il y a même eu un match où Gernat était suspendu. Ou blessé. Non, c'est Genadzi qui a été suspendu. Gernat blessé aussi. Gernat a été blessé. Il a fallu mettre Emerton qui n'a aucune expérience en défense, qui a joué en défense. Ils ont même rappelé Virgile Thévaut. Ils ont joué avec Virgile Thévaut qui a pas beaucoup d'expérience non plus. Non, c'était défensivement, il manquait beaucoup de monde, donc c'est compliqué. Et on nous demande est-ce que Lausanne devrait aller chercher un gardien étranger? Il ne lui reste plus beaucoup de licences. C'est toute la problématique. C'est ça. Rappelle qu'il y a 10 licences maximum étrangères cette saison et que un joueur étranger est activé à partir du moment où il est inscrit sur une feuille de match. Donc Raffel, sa licence étrangère, elle a été utilisée. Oui. Ce qui fait qu'ils ont dû utiliser 8 licences sur les 10 à disposition.
ça fait beaucoup. Je pense que John Foust regarde, il le dit pas comme ça, mais je pense qu'il regarde quand même le marché des gardiens étrangers. Il n'y a pas grand-chose non plus de disponible actuellement parce que parmi les gardiens qui auraient pu venir en Suisse l'été passé, il y avait Marcus Hellberg, le Suédois, qui a commencé la saison du côté d'Ottawa et qui a été échangé à Seattle, enfin qui a été réclamé par Seattle et il a du boulot à Seattle. Donc à moins de réussir à convaincre un gardien comme Joey Daccord, qui a le passeport suisse, d'arrêter son rêve de NHL cette saison et de venir en Suisse, oui, un gardien étranger, pourquoi pas, mais il faut voir qui, combien et quand. J'ai envie de répondre ça comme ça. Il y a Thierry qui nous dit qu'avec un bon système défensif, on peut faire paraître un gardien moyen très bon. Regardez Connor Hughes. Il n'a pas tout tort, mais... Il n'a pas tout tort. C'est pas un gardien... Pour moi, il est un peu plus que moyen, Connor Hughes, dans mon évaluation personnelle. À voir. Damien Ria revient aussi de l'équipe nationale. Oui, il a marqué 2 buts. Il a pris de la confiance. Il a marqué 2 buts. Il a retrouvé un petit peu un rôle qui, depuis quelques matchs aussi, au Lausanne Hockey Club, il a marqué 2 buts contre Genève Servette. C'était ses premiers buts contre Genève Servette avec Lausanne. Il a marqué 2 buts, 2 beaux buts. Il a été décisif. Je trouve que depuis quelques matchs... Mais après, il y a l'effet aussi fin de toutes les polémiques, Svoboda, le départ de Foust du banc. C'est vrai que sur les 2 derniers matchs, Lausanne, je les ai trouvés beaucoup plus détendus, comme s'ils avaient plus un poids sur les épaules. Berne en a fait les frais. Genève a presque fait les frais lors de ce derby. Il y avait 3-1 pour Lausanne, on le rappelle. Damien Ria ramène Lausanne à hauteur. Oui, il y a 2-3 joueurs qui ont commencé à retrouver la confiance. Jason Fuchs aussi, parmi les joueurs suisses. Maintenant, on les est face à un nouvel entraîneur, face à des nouveaux entraîneurs, mais pour Damien Ria et Jason Fuchs, c'est plus Jeff Ward que Peter Anderson. À voir comment ils vont gérer aussi ce changement, comment est-ce qu'ils se seront présentés au coach. Pour Damien Ria, il n'a pas pu le faire avant, à moins qu'il ait fait une visioconférence avec vendredi lors du jour de congé de l'équipe de Suisse. Il est de retour aujourd'hui à l'entraînement. Il va découvrir son nouveau système, donc je pense que voilà, ça va être le moment où Damien Ria doit se vendre maintenant auprès du nouvel entraîneur, à voir justement, comme on le disait, est-ce qu'il va réellement mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Maintenant, il faut gagner les places, si c'est le cas. Sinon, à voir. Mais ouais, je pense qu'il y a 2-3 joueurs qui commençaient à retrouver la confiance du côté du Lausanne Hockey Club. Les bons résultats des derniers matchs aussi ont aidé le LHC. Effectivement, il y a toujours ce problème plutôt dans l'arrière-garde devant les buts avec les blessures actuellement. C'est le gros dossier, je pense, du côté de John Foust. Après, peut-être qu'il va essayer de faire un échange avec des clubs qui ont trop de défenseurs. Ouais, à voir tout ça. Dès mercredi, prochain match du Lausanne Hockey Club. Contre Lugano. Face au HC Lugano. Et donc maintenant, on remonte un petit peu le classement pour aller du côté de Fribourg. Et des Dragons qui, eux, n'ont perdu que Christophe Berchi pendant la pause, qui est allé avec l'équipe nationale, qui était d'ailleurs le seul joueur de Fribourg-Gotteron. Et j'ai posé cette question un petit peu sous le ton de la boutade lors du dernier match à Jérôme Bonnet et à Bruno Curchot, leur disant ce que vous pensez que Patrick Fischer a été un petit peu commercial en réservant les Fribourgeois pour la pause de décembre, puisque ce sera à Fribourg. C'était plus une boutade. Je suis pas dans la tête de Christian Dubé. Je pense à Fribourg, les soucis actuellement, c'est plutôt le rendement offensif. Je vois que Ludovic nous parle de Ras de Sorensen et de Kuokkanen. Sur les derniers matchs, Fribourg a marqué très peu de buts. Il y a eu le 2-0 contre Rapperswil, ils perdent 1-3 à Cloton. Et ils en marquent 2 contre Genève. Ça fait quelques matchs en plus qu'il y a un peu de soucis devant le but, peine à concrétiser. Je pense que Christian Dubé a profité de cette pause pour travailler un petit peu avec ses attaquants, leur confiance devant le but, les tirs, la précision des tirs. Il y a 2-3 joueurs qui ne donnent pas les résultats de ce qu'on attendait. Que ce soit les étrangers ou les Suisses. Il n'y a pas que les... Parce que par exemple, on prend Nathan Marchand et il a marqué un but cette saison. Depuis le début de la saison, là, c'est 22 moins que l'année passée.
Ouais, Fribourg qui est à 2,8 buts par match, en ayant marqué une fois 9 buts contre Cloton, si je me Oui, si je j'ai me commenté trompe ce pas. match-là aussi. Donc ça fait pas beaucoup. Après, Fribourg, ils sont dans leur jeu, j'ai envie de dire. Ils sont 8e du classement, ils ont 27 points, mais en 17 matchs, eux, alors que les autres équipes ont 19 ou 20. À cause de la Champions League, Fribourg joue demain, on y reviendra juste après. Oui, et puis il y a un match, Fribourg- il devrait être à 18. Hein. Oui, Bien parce qu'il y a un devrait match être à qui a 19 été, puisqu'il y a le match, un match qui a été le repoussé, Tissot Arena Gate. Ouais, problème avec la piscine à glace. Non, mais Fribourg qui est, on va dire, à sa place. Pour l'instant, évidemment, il faut plus de production offensive du côté fribourgeois. Il y a Sørensen qui a repris la compétition juste avant la pause. Il a joué 3 matchs, je crois, Sørensen. Donc Ouais, faut- dont un, c'était pas prévu et qu'il puis, joue. et puis un, c'était pas prévu. Donc maintenant, il faut qu'il se mette dans le rythme. C'est aussi un nouveau championnat pour lui. Donc il faut aussi qu'il s'habitue aux grandes glaces, aux adversaires, à ses coéquipiers. Il y a Ras qui vient d'arriver. Je crois lui, il a joué 6 matchs. Donc il faut aussi qu'il prenne le rythme de ses coéquipiers. Il a fallu qu'il se réhabitue à jouer sur des patinoires européennes avec les 4 Européennes matchs aussi. de plus. Les Donc- 4 mètres de largeur en plus. Hein. Donc il y a pas mal aussi de mise à niveau du côté fribourgeois. On va voir ce qui va se passer aussi avec eux. Je pense que la pause a été très bénéfique pour Fribourg. Dubé qui a vraiment pu mettre en place les choses. Ce qui va bien, on le garde. Ce qui va mal, évidemment, on le change. On essaye d'améliorer la confiance, surtout devant le but adverse, parce que Fribourg a raté des montagnes depuis le début de la saison. En Ligue des Champions aussi, c'est pas que dans le championnat de Suisse. Donc il faut retrouver je sais pas comment on dit, le fait de tuer devant L'instinct le du gardien. tueur. L'instinct du tueur, voilà, c'est essayer de C'était pas trop difficile. chaque tir, on se dit, il faut essayer de transpercer le filet. Il faut vraiment prendre cette confiance, arrêter de trop réfléchir, jouer à l'instinct, mettre la déviation où il faut la mettre. Des fois se dire, ok, j'ai un partenaire qui est peut-être bien placé, mais je tente quand même le tir. Ou alors, au contraire, j'essaie de tirer depuis maintenant, puis là, j'essaie de mettre en valeur le coéquipier, de lui faire la bonne passe. On verra depuis demain, parce que Ligue des Champions, demain pour Fribourg, coup d'envoi à 18h, ça sera du côté de la patinoire de Mikkeli Jukurit pour le match aller. Une équipe finlandaise qui est 11e du classement chez eux sur 15, qui a gagné 4 matchs dans son groupe, dont un par forfait. Alors est-ce que Fribourg est favori ou non? On ne sait pas trop, mais en tout cas, on va dire que c'est un bon match de reprise pour Fribourg que d'être en Ligue des Champions et pas en championnat. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Alors déjà, j'espère, et c'est pas pour une considération écologique, que Christophe Berti n'a pas fait d'aller-retour en Suisse pour aller de Turku à Mikkeli, mais qu'il s'est organisé pour rejoindre Fribourg à Mikkeli depuis Turku. C'est pas non plus la porte à côté. Hein. Il y a 200 ou 300 km, je crois, entre les deux villes par la route. Tu l'as dit, c'est une équipe qui est 11e. On reviendra ensuite parce qu'on a des questions sur Fribourg. On reviendra ensuite plutôt sur la National League. C'est une équipe qui est 11e dans son championnat. C'est une équipe que un Yakovenko, par exemple, connaît bien, puisque c'est de là où il est arrivé à Bienne. C'est une équipe qui, à la base, n'est pas une grosse équipe dans le championnat de Finlande, qui s'est un petit peu qualifiée pour la Champions League. Grâce à une bonne saison l'année passée. J'ai plutôt l'impression que c'est ça qui s'est passé, que là ils sont plutôt à leur place. Est-ce que Fribourg est favori, comme tu posais la question? Au niveau du parcours en Champions League, j'ai envie de dire oui. Au niveau de la confiance actuelle de l'équipe, pas forcément. Mais comme tu le dis, c'est un bon match de reprise. Pour les clubs, alors on sait que les clubs suisses, la Champions League, c'est pas toujours ça. Mais je pense que pour la confiance, pour le besoin actuel de Fribourg, c'est le bon moment. Moi, je pense qu'ils doivent prendre ce match très au sérieux, Fribourg. Ils doivent vraiment maintenant, demain, mettre en place tout ce qu'ils ont fait la semaine passée. Vraiment mettre en place, retrouver la confiance et prendre ce match, j'ai envie de dire, comme un match de championnat. Vraiment y aller comme si on était en championnat de Suisse, en fait. Ah oui, clairement. Pour ça, c'est une meilleure. On revient un petit peu en Suisse, on parlait de Dubé. Je pense que Dubé a aussi été pas mal directeur sportif la semaine passée. Et Richard nous dit, si vous étiez Dubé, qui est-ce que vous garderiez? Bikoff, Rossi, aucun des deux? Vous pensez qu'il y aura des échanges cette saison entre les clubs ou pas de bruit comme ça dans les coulisses?
Alors, Bikoff, Rossi, les deux ou personne? C'est un peu ça qu'il faut répondre. Alors, Bikoff, c'est l'un des joueurs, l'image du club. Tel que Sprunger, tel que Marchand, Bikoff. Quand on parle Bikoff, on voit tout de suite Fribourg-Gotteron, on voit pas un autre club. Donc je pense qu'il faudrait le re-signer, alors peut-être pas lui donner 5 ou 6 ans à Bikoff, mais c'est un joueur qui se donne toujours à 100% pour l'équipe, qui est important. Vous pouvez le mettre dans n'importe quel rôle, il va le jouer à 100%. J'ai même envie de dire, si un jour vous lui dites qu'il est défenseur, eh bien il va être défenseur à 100%. C'est quelqu'un qui est aussi polyvalent. Vous pouvez le faire jouer dans le premier bloc le vendredi et dans le quatrième le samedi. C'est un joueur qui sait absolument tout faire. Bikoff, donc c'est un joueur important. Rossi, il amène son gabarit, c'est un joueur physique, c'est un joueur qui joue sur le power play également. Et maintenant, la question que je pose, c'est si vous ne re-signez pas Bikoff et Rossi, vous les remplacez par qui? Non, mais c'est ça, parce que c'est bien beau de ne pas re-signer quelqu'un. Mais si vous vous séparez de Bikoff et de Rossi, vous devez les remplacer. Alors vous allez chercher qui dans les autres équipes pour les remplacer? C'est aussi ça la question qu'il faut se poser. C'est comme quand on dit cette équipe-là, il devrait changer d'entraîneur ou il devrait le virer. Bah ouais, mais vous virez un entraîneur, mais vous prenez qui à la place? Parce que si c'est pour prendre personne ou pour prendre quelqu'un de moins fort, bah ça sert pas à grand-chose. Donc Bikoff Rossi, je sais pas ce que t'en penses Pascal, moi je les signerais encore une année. Alors, je vais prendre le contre-pied. Vas-y. J'ai envie de prendre le contre-pied là. Vas-y. Il y a, si je regarde bien mes fiches, il y a pas beaucoup de joueurs étrangers qui sont déjà signés pour l'année prochaine du côté de Fribourg. En plus. Donc pour moi, on peut remplacer Bikoff et Rossi dans leur rôle et peut-être amener quelque chose en plus par des joueurs étrangers en remplaçant ceux qui ne donnent pas satisfaction, comme un Delarose, comme un Kuokkanen. Et aller chercher. C'est pas parce que Bikoff est fribourgeois, pas parce que c'est le nom Bikoff. Je pense qu'il a déjà eu 2 contrats justement sur son nom, plus que sur et son origine, les 2 derniers contrats. Pourtant, j'adore Andrei Bikoff. C'est un joueur humainement, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mais je pense qu'il est plus proche d'un départ de Fribourg que d'une re-signature. Et j'ai l'impression que Dubé en fait ne compte plus trop sur lui. Oui, pour boucher les trous comme tu le dis, mais que pour ça il pourrait prendre. Il y a des jeunes qui poussent à Fribourg. Hein, au-delà de Bignas qui est pas suisse, qui a la licence suisse, mais qui est pas joueur suisse. Mais il y a d'autres joueurs du côté de Fribourg qui poussent, qui pourraient prendre cette place ou essayer de prendre cette place, plus la possibilité, puisque l'année prochaine il y aura toujours 14 équipes, 6 étrangers, d'amener peut-être des joueurs un peu plus offensifs qui pourraient amener plus qu'un Bikoff et qu'un Rossi n'amènent combiné actuellement, que ce soit parce que oui, Mathias Rossi a un physique, mais il l'utilise pas toujours à bon escient. Et je pense que là, Christian Dubé pourrait trouver des joueurs étrangers pour remplir ce rôle-là et puis donner la chance à des jeunes pour essayer de trouver le nouveau Julien Sprunger. Je n'aime pas cette comparaison, mais plus sur le long terme d'autres. Et s'il faut pour ça sacrifier Andrei Bikoff, j'ai aucun problème là-dessus. J'aimerais juste répondre à Thierry dans le chat qui nous dit Rossi joue pas physique, j'ai vu 2 charges en 4 saisons. Quand je parlais de physique, c'est pas forcément aller donner des charges, c'est aussi utiliser son corps pour protéger un puck dans la bande, pour faire de la place dans le slot, juste devant le gardien adverse, pour faire bouger les défenseurs adverses. C'est aussi ça, amener du physique, c'est amener son gabarit. Quand on est à la lutte, à la bande par exemple, on n'a pas besoin de mettre une charge forcément, mais juste imposer sa grandeur, imposer son poids aussi, faire de la place devant le but adverse, faire de la place pour le coéquipier qui lui a de la vitesse, vous embarquez un défenseur avec vous, vous lui laissez un espace, c'est aussi ça, jouer avec son physique, c'est pas forcément aller mettre 10 grosses charges par match. Puis Rodrigo nous dit, est-ce que Fribourg ne s'est pas précipité dans l'acquisition des étrangers la saison passée pour cette saison, puisqu'ils ont tous été signés avant les problèmes géopolitiques dont je faisais référence avant. Christian Dubé, personne n'avait une boule de cristal et personne n'a pu anticiper de savoir qu'est-ce qui allait se passer dans ce coin-là du monde et quelles étaient les conséquences. Je pense que Christian Dubé s'est dit, en regardant son équipe 2021-2022, j'ai besoin
d'un centre défensif De la de Rose. la Rose. J'ai besoin d'un défenseur défensif, Vainio. Ouais. Vainio, pour moi, il n'y a aucun souci. Il n'a pas de points, mais il fait un job immense. Ouais. Et il est à 0 au plus-minus. Ouais, Donc ça va. Au-delà Oui, mais je dis, il fait un gros job, de l'aspect statistique, Ah, il apporte beaucoup dans le jeu, oui. il apporte beaucoup dans le jeu. Il bloque énormément de tirs. Il est très bien placé. En box-play, c'est un élément. Je pense que Christian Dubé, il se pose même pas la question. Quand il y a un box-play, enfin plutôt Pavel Rosa, puisque c'est Pavel qui s'occupe des défenseurs. Vainio. Je pense que quand le powerplay adverse commence, il regarde Vainio, puis il regarde s'il est à bout de souffle ou pas, puis il l'envoie sur la glace. Pour moi, c'est aussi simple que ça. C'est un défenseur. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui dit ouais, mais bon, c'est un défenseur étranger. Il devrait amener plus au niveau comptable. Malheureusement, malheureusement, non. Mais avec 8 étrangers. 6 étrangers, je vais y arriver. Avec 6 étrangers, on peut pas avoir 6 étrangers qui vont faire que marquer des points. Au bout d'un moment, il n'y a qu'un seul puck. Pour l'instant, ça se passe bien à Genève où les 5 meilleurs compteurs, ce sont les 5 étrangers. J'ai enlevé Vatanen parce que Vatanen est blessé depuis. Mais parce que les défenseurs de Genève ne sont pas des défenseurs défensifs. Voilà. Chacun a son rôle en fait. Voilà. Chacun a son rôle. Chacun a son rôle. Pour Tom Ernest, il y a Carrère. Pour Vatanen, il y avait Maurer. Tandis que là, la question que je me pose à chaque fois quand j'entends les critiques sur Vainio, mais c'est quel joueur suisse prendrait le rôle de Vainio? Ils sont tous sous contrat ces joueurs-là. Hein, un Marty à Zurich, c'est un Maurer à Genève. C'était un Kevin Fay à Bienne l'année passée. C'est ce genre de défenseurs-là. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché. C'est un peu le rôle qu'a Victor Leuve à Bienne en fait. Exactement. Mais Victor Leuve, on critique pas trop parce que lui, il marque des buts, il a des points. Voilà, c'est le côté Vainio, il a pas de points. C'est un étranger, il a pas de points, c'est pas normal. En même temps, il a marqué 3 buts dans toute sa carrière. Voilà, l'année passée, il a joué 21 matchs. Il a 3 points l'année passée, 3 assists. Quand je dis 3 buts, je pense que je suis pas loin de la vérité. J'ai pas ça sous les yeux. C'est pas la défense le problème de Fribourg pour l'instant. Non, c'est l'attaque. C'est l'attaque, donc ça prouve que derrière, ils sont solides. Derrière, ils font le job. Même en ayant Reto Berra qui n'est plus là avec Conorius dans. Le dans seul mauvais match qu'il a connu, job. Conorius, c'est contre Genève. Mais Voilà. je crois que même Reto Berra, il aura peut-être empêché 2 buts. Voilà. Sur ce match-là. Derrière, ils font le job, quoi. C'est vraiment devant où il y a pour l'instant un souci du côté fribourgeois. Et puis, on espère évidemment pour Gauthieron que Christian Dubé a trouvé la solution durant cette pause. Réponse dès demain en Champions League. Champions Hockey League. Et puis vendredi, Fribourg-Davos. Et samedi, Derby d'Etzeringen dans la capitale, Berne-Fribourg. Grosse semaine pour Fribourg. Grosse semaine, ouais. Et puis je suis content d'avoir fait rigoler Thierry avec mon coach défensif. Coach défenseur, pas coach défensif, coach défenseur. Mais c'est vrai, c'est dans la répartition. C'est Pavel Rosa qui s'occupe de la partie défenseur du banc. C'est généralement toujours comme ça que ça se passe. Hein. Quand il y a un entraîneur principal et un entraîneur assistant, l'entraîneur principal, comme Luca Cereda à Ambry, pour prendre un exemple différent que Fribourg, s'occupe des attaquants et René Matt s'occupe des défenseurs. Tout simplement parce qu'il y a une vision différente sur le banc et l'entraîneur principal est plus focalisé sur aussi aller marquer des buts. Voilà pour Fribourg-Gotteron. Il reste un club roman à parcourir, c'est Ajoie. Et pour le HC Ajoie, malheureusement c'est la dernière place actuellement. On a fait un petit calcul sur les points de l'année passée. Ils ont 2 points de plus en même nombre de matchs que l'année passée. Par contre, on a regardé aussi les buts marqués, les buts encaissés. Et là, il y a un gros progrès puisque c'est 11 buts marqués de plus que l'année passée et 9 encaissés de moins que l'année passée. Ça fait une différence de 20 au goal average. C'est à moins 45. Après 21 matchs l'année passée, ils sont à moins 25. Ils sont toujours dans le négatif. Ils sont certes toujours derniers. Mais je trouve que cette année, et Jérôme, tu me diras si tu es d'accord avec moi ou pas, mais je trouve que cette année, au-delà du fait qu'il y a plus d'étrangers, que Azon peut jouer, que le HCA est nettement meilleur que l'année passée. Et tout simplement parce que les joueurs qui débarquent de Swiss League ont une saison en National League et savaient à quoi s'attendre, et que les nouveaux joueurs choisis, que ce soit avant ou après le licenciement de Gary Chen et Vincent Lechen,
sont des joueurs qui avaient de l'expérience de National League. À part Kevin Beson, ils avaient tous de l'expérience de National League. Alors, le HCA de cette année est bien meilleur que le HCA de l'année passée. Ça, c'est un fait et on est tous d'accord là-dessus. Au niveau des résultats, cette année, sur 21 matchs, il n'y en a que un où ils se sont fait déclasser. C'est un match à Davos. Sinon, il y a toujours match avec Je crois le qu'ils HCA. n'aiment pas aller à Davos. Hein. Ils ont même perdu des matchs cette année qu'ils auraient pu ou dû gagner, notamment le dernier contre Davos. Ils perdent 2-0, ils reviennent à 3-2. Et puis là, ils n'arrivent pas à faire la différence. Et puis finalement, ils perdent. Il y a aussi un match à Cloton où ils doivent gagner dans le temps réglementaire. Et puis finalement, ils perdent ce match. Donc le HCA, oui, est meilleur dans le jeu. Oui, est meilleur face à ses adversaires. Au niveau comptable, bah, ils ont 2 points de plus que l'année passée. Donc là, ça ne se retranscrit pas encore forcément. Ça va peut-être venir maintenant avec le temps, mais surtout sur le dernier match qu'il y a eu un geste très fort de la part de l'entraîneur, c'est d'écarter Philippe Michael DeVos de l'effectif, mettre le top scorer et on va dire le joueur qui incarne le HC Ajoie, Philippe Michael DeVos, en tribune. Et ça, on en a parlé, Pascal. Ça peut être vécu de 2 manières différentes dans un vestiaire, et là, Philippe Péchan a pris de très gros risques. Parce que apparemment, il reproche à Philippe Michael DeVos de ne pas avoir joué comme Péchan avait demandé lors des jeux de puissance. Alors, en l'écartant, soit DeVos, il accepte entièrement d'avoir été mis à l'écart, il accepte les remarques, et il revient encore plus fort face à son entraîneur, et vous soudez un vestiaire parce que tout le monde se dit, oula, même si le coach il a eu le courage d'écarter DeVos, il pourra m'écarter moi, il pourra écarter quelqu'un d'autre. Donc il faut tous maintenant qu'on tire à la même corde, et puis on se soude, et puis on dit ce qu'il demande, enfin on fait plutôt ce qu'il dit, et puis on y va, et puis le vestiaire fait bloc avec Péchan et DeVos. On le sait, c'est un compétiteur, c'est quelqu'un qui a envie de mettre des buts, c'est quelqu'un qui a envie de tirer en avant le HCA, et il part avec. Soit, vous mettez complètement à dos Philippe Michael DeVos, puis vous avez les joueurs qui sont avec Péchan, les joueurs qui sont avec DeVos, et puis vous séparez votre vestiaire en 2. Alors on verra ce qui va se passer du côté du HC Ajoie. Je sais pas ce que t'en penses, Pascal, mais en tout cas c'était un geste fort là, de la part de l'entraîneur. Alors avant de revenir sur le geste fort de Péchan, hein, comme tu le dis, c'est ça. Je voulais juste revenir sur la défaite à Cloton. Je pense que là, ça a été pour moi un mauvais match du HC Ajoie. Ils avaient tout pour gagner ce match-là, et on l'a senti aussi après le match au niveau des réactions des joueurs. Il y avait réellement une frustration d'avoir perdu ce match-là. C'est peut-être, on parle souvent de matchs référence avec certaines victoires. Je pense que là, c'est un match référence dans la défaite, en disant, on sait pourquoi on a perdu, on sait ce qu'on a mal fait. Maintenant, il faut éviter de refaire ce qu'on a mal fait. Et à voir sur le long terme s'ils ont appris de ce match-là. Pour revenir sur le fait de mettre DeVos surnuméraire, comme tu le dis, c'est un geste fort de Péchan. Je pense qu'il avait besoin de montrer aussi son autorité au bout d'un moment sur cette équipe, parce que il y avait peut-être, j'ai pas envie de dire certains passes droits, mais oui, un joueur comme Phil Michael DeVos a tendance à prendre certaines libertés et à notamment, j'ai pas envie de dire gratter du temps de jeu, mais à pas forcément revenir facilement sur le banc quand c'est à lui de revenir sur le banc, et ça peut créer des frustrations avec une partie des autres joueurs, notamment celui qui doit le remplacer. Après, j'ai trouvé que sur le dernier match, l'équipe était DeVos pas sur la glace. J'ai trouvé que certains joueurs étaient beaucoup plus libérés, comme si il y avait une sorte de chape de plomb que la présence un peu prenante de Phil Michael DeVos avait sur cette équipe en début de saison. C'est un joueur qui est extrêmement créatif, qui prouve soir après soir depuis 1 an et demi qu'il a sa place en National League, et qui donne tort à tous les directeurs sportifs qui l'ont toujours regardé de haut depuis 7 ans. Comme quoi il fallait le prendre en National League parce qu'il fait des points. C'est pas le meilleur compteur d'Ajoie pour rien. Il est dans son objectif l'année passée, c'était d'être dans le top 20 des compteurs de National League. Il n'a pas réussi parce qu'Ajoie a connu une mauvaise saison. Il est 6e aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il est 6e. Et il fait pas le figure à côté des joueurs qui sont au-dessus, en dessous de lui dans ce top 20. Il y a Joe Hazen qui est de retour.
qu'est-ce qu'il est bon, Joazon. Oh oui. Qu'est-ce qu'il est bon, Joazon. Là aussi, à tous les directeurs sportifs sont en train de se dire, mais pourquoi on n'est pas allé les chercher? Pourquoi on n'est pas allé les chercher séparément plus tôt? Et je pense que tous ceux qui suivent Ajoie depuis longtemps en Swiss League doivent se dire en ce moment, eh ben on a de la chance de les avoir. Ces deux-là, ça fait 7 ans qu'on les voit jouer sous le maillot Ajoie. On savait qu'ils étaient bons en Swiss League. Et là, on voit vraiment le vrai visage de ces deux-là au niveau supérieur. Alors, Benji n'est pas d'accord avec nous. Il dit je pense qu'il n'y avait rien à gagner en sortant de Vos de l'alignement. Tu montres que tu es le boss autrement que par laisser ton top score au vestiaire. Bah, c'est comme j'ai dit, c'est 50-50. Moi, j'ai l'impression que ça va être 50-50. Soit les joueurs, ils ont été, je veux pas dire blessés, mais ils ont été très surpris que De Vos ait été mis de côté. Et puis là, tu te dis, oula, même si on peut mettre De Vos en tribune, personne n'est intouchable. Personne n'est intouchable. Et puis, ou presque. Et puis on le suit. Ou alors, bah, vous scindez le vestiaire en deux, parce qu'il y en a qui disent non, mais c'est n'importe quoi. Bon, après, on aurait gagné avec De Vos. De Vos n'était pas là contre Davos, faut pas se mélanger dans les voyelles. Il n'était pas là. Et Ajoie aurait dû gagner ce match. Voilà. Donc ça n'a pas pesé. C'est pas comme si vous sortez Michael De Vos et puis que vous prenez 0-7. Alors, j'ai envie de dire oui et non. Mais tout d'un coup, De Vos, t'aurais mis 2 buts. Et tu gagnes le match. Et puis, avec DC, on sait tout ce qui peut arriver avec DC. Ça n'a pas été un Ajoie aux abonnés absents parce que De Vos n'était pas là. De Vos n'était pas là. Ajoie a fait son match et Ajoie aurait dû gagner ce match comme ça l'a fait. Donc, est-ce que maintenant, en voyant ça, Péchan va faire un tournus entre ses étrangers? Est-ce que c'était juste pour dire à Phil Michael De Vos, écoute, voilà Coco, maintenant, chaque fois que tu m'écoutes pas, il va se passer ça, et puis De Vos va accepter, et puis, ou pas, et puis va jouer. Moi, honnêtement, je pense que c'est 50-50. La problématique, je dirais, c'est le timing de ce qui s'est passé. Mais comme c'est des reproches qui sont surtout faits sur le match du jeudi contre Zurich, Péchan n'avait pas le choix, il n'y avait plus qu'un match. Je pense pas que c'était un bon message de sortir son top scorer avant la pause, lors du dernier match contre la pause. Pas comme Dubé l'a fait pour Kokanen contre Genève, où il a expliqué son choix en disant « j'ai besoin d'un joueur plus défensif ». Ça n'a pas porté ses fruits. Voilà. Mais je pense que voilà, la problématique est là. Pour moi, c'est le timing. Et on dit toujours que timing is everything en hockey sur glace. Hein. Le timing fait beaucoup, notamment quand on parle des carrières des joueurs. Je pense que ça aurait pu être un message plus fort de le sortir après la pause. Lors du premier match après la pause. En disant, voilà, il y a eu la pause. On a parlé ensemble. On s'est assis, on a parlé entre 4 yeux. T'as pas écouté ce que je t'ai dit. À l'entraînement, tu en fais encore qu'à ta tête. Je sais pas s'il en fait qu'à sa tête à l'entraînement. J'ai pas été voir les entraînements du HC Ajoie depuis. Donc je sais pas comment ça se passe. Mais c'est vrai que voilà. Le timing est pas idéal, mais il fallait faire passer le message tout de suite. Donc voilà, comme tu le dis, c'est un pile ou face. Soit le message il est passé à la fois chez De Vos et chez les autres joueurs, soit il n'est pas passé chez les joueurs et chez De Vos, et dans ce cas-là, il a perdu son vestiaire. La problématique, c'est comme je le disais juste avant, intouchable, personne n'est intouchable, ou presque. Il y a un joueur qui, pour l'instant... Il y a pas mal de critiques sur lui dans les gradins, dans son jeu, et pourtant il n'a pas encore été surnuméraire. Je sais qu'on en a parlé juste avant et c'était un débat. La problématique, c'est qu'il a le site capitaine sur le maillot, c'est Jordan Howard, hein, je vais quand même le nommer, je ne vais pas tourner autour du pot. Tous les défenseurs ont été surnuméraires au moins un match dans cette saison. Même TJ Brennan, qui est pourtant le meilleur défenseur du HC Ajoie. Jordan Howard donne pas pleine satisfaction quand on regarde les matchs du HC Ajoie. Pourtant, lui, il est pour l'instant... c'est le capitaine. Donc, c'est délicat de... Mais voilà... Moi, je trouve que c'est... Je sais que toi, tu dis que c'est le capitaine, on peut pas sortir le capitaine. Je suis pas d'accord avec toi. Alors, moi, je parle au niveau des équipes. Je parle pas du cas Jordan Howard. Moi, je trouve délicat de mettre ton capitaine, que ça soit dans n'importe quelle équipe, de n'importe quel sport, je trouve délicat de mettre ton capitaine dans un tournus de surnuméraire. Pour moi, quand tu nommes quelqu'un comme capitaine, c'est le leader de l'équipe, c'est le titulaire indiscutable, c'est le chef en fait. Pour moi, le capitaine, c'est le chef de groupe.
Et si tu commences à faire tourner ton chef de groupe, c'est que c'est pas vraiment le chef de groupe. C'est ce que je pense. Voilà. Ben, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que pour moi, si déjà c'est pas le capitaine de Philippe Péchan, c'est le capitaine qui était en place au moment où Philippe Péchan est arrivé. Donc on l'a laissé capitaine. Ouais, Parce Péchan aurait pu changer. Aurait pu changer. Ça a été fait. Exemple, pas loin au niveau du classement, Langnau. Jusque-là, c'était Pascal Berger. Thierry Paterlin est arrivé. Je pense qu'il a une idée aussi sur Pascal Berger et sur éventuellement se passer de temps en temps. Alors, il n'a pas pu pour l'instant parce qu'il y a eu pas mal de blessés aussi du côté de Langnau, mais se passer de Pascal Berger. Donc, il a discuté avec les joueurs. On a retiré le C de capitaine à Pascal Berger, on l'a donné à Harry Pessonen. Est-ce que c'est quelque chose qui aurait été envisageable du côté d'Ajoie? Peut-être que Péchan a posé la question et on lui a dit non. Peut-être. Mais voilà, je pense que il faudrait une fois de temps en temps que pour garder le groupe des défenseurs intact, que tout le monde soit traité sur un pied d'égalité. On parlait de pied d'égalité pour le Lausanne Hockey Club. Je pense que là aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Benji nous dit en espérant que le message soit passé, car sinon c'est la M. Et dans un mois, on change d'entraîneur par rapport à De Vos. Voilà, je trouve que c'est exactement ce qu'on disait. On va prendre, juste avant de parler du dernier club, parce qu'on va parler du dernier club, on va prendre encore 2 questions qui sont revenues sur les clubs dont on a déjà parlé. Richard, au moment où on est passé chez Ajoie, était en train d'écrire sa question. Disait vous pensez pas qu'avec Connor Hughes, on se retire trop en défense du côté de Fribourg? Je pense qu'il y a inconsciemment, il y a un petit peu de ça aussi du côté fribourgeois. C'est peut-être aussi pour ça que défensivement, ça va bien de ce côté-là, à part contre Genève. Mais c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a moins d'occasions offensives, parce qu'on pense d'abord à garder le score. Et c'est ce qui s'est passé contre Cloton le 1er novembre, où vraiment il y avait 1-0. Ça avait marché à Rapperswil une semaine avant, ça n'a pas marché à Cloton. Et puis Justin qui vient d'arriver, je pense, nous dit est-ce que Lausanne peut se relancer dans la course au play-off avec son nouvel entraîneur, Jérôme? Moi je pense que oui, en tout cas dans la course au pré-playoff, ils ont que 4 points de retard sur Langnau, donc ils sont pas au fin fond du classement non plus. Les Vaudois, 4 points de retard, il leur reste 33 matchs. 33 matchs, ouais. 4 points de retard sur 33 matchs, c'est faisable. On joue encore 2 ou 3 fois contre Langnau. Donc, donc ça devrait... déjà rien que ce facteur-là est à prendre en compte. Voilà. Et puis on parle du dernier club dont on voulait parler, donc on va mettre un petit jingle aussi. Puisque si vous avez été aussi en vacances le 5, vous avez décidé de tout couper après. Berne a limogé son entraîneur Johan Lundskog après une victoire. Alors ça a été très surprenant. Jérôme, tu es allé rechercher le communiqué de presse de Reto Raffiner. Oui, exactement. Ils nous disent que au classement, nous sommes classés autour de la 6e place, mais nous avons toujours dit que le processus est avant tout crucial. À cet égard, nous avons dû conclure que l'évolution allait dans la mauvaise direction depuis plusieurs semaines. Nous devons absolument nous améliorer si nous voulons être dans la lutte pour les places directes en play-off au printemps. C'est pourquoi nous apportons un changement maintenant. Alors Berne, si je ne me trompe pas, Pascal, ils sont 6e. Berne, ils sont 6e, donc pour l'instant, ils sont en play-off. Mais toi, c'est du Mark French. On parlait de Mark French tout à l'heure avec le jeu proposé du CP Berne, je le trouve assez bon. Alors, est-ce qu'on a envie de faire plus de spectacles du côté de la PostFinance Arena pour faire venir plus de monde? Parce que pour l'instant, on est à 14 000 de moyenne au niveau des spectateurs à Berne. On sait que la capacité maximale, c'est 17 000. Et on avait l'habitude, évidemment, les années avant Covid, que ça soit quasiment guichet fermé à tous les matchs à Berne. Là, on n'y est clairement pas. Alors, est-ce que les supporters boudent un peu l'équipe qui n'avait pas le niveau durant les années Covid? Mais ça, on l'avait dit, au niveau du conseil d'administration du CP Berne. On avait dit, OK, pendant les années Covid, c'est des années de transition. On met des jeunes dans l'équipe, on fait venir un nouveau gardien qui est Wüthrich, on donne de l'expérience à ces jeunes pour que les années après Covid, on ait une meilleure équipe. Ça marche avec Wüthrich, qui a eu 2 années pour se former et qui maintenant livre la marchandise. C'est clairement le gardien numéro 1 devant Manzato. On a un Farni qui fait maintenant complètement partie de l'équipe à Berne.
et qui a aussi commencé il y a 2 ans en quittant les élites et en venant dans l'équipe au fur et à mesure. L'équipe a été renforcée et du côté du CP Bern, pour l'instant, ça ne suffit pas. Johan Lutskog qui a été limogé. Alors, est-ce qu'on veut, je ne sais pas, plus de spectacle du côté du CP Bern? Est-ce qu'on estime qu'avec l'équipe qu'avait Johan Lutskog, une 6e place, c'est insuffisant? Mais quand on voit comme c'est serré dans cette ligue, on peut gagner 2 ou 3 matchs de suite, où on perd 2-3 de suite, et puis tout de suite on remonte ou on descend. Donc moi j'ai été assez impressionné, surtout de le limoger après une victoire. Ouais, alors... Et puis une victoire contre Zurich. Oui. Où ils sont venus de 1-3 à 4-3. En plus. Avec un but de Farny d'ailleurs pour le but de la victoire. J'ai envie de dire que la décision n'a pas été prise vendredi. Ah non. Vendredi après la défaite contre Lausanne, elle était déjà prise avant. On sait que Reto Raffiner est très avancé sur les stats avancées, sur l'analyse statistique de son équipe. Je pense qu'il a regardé ces chiffres-là et puisqu'il parle de progresser, je pense que les chiffres. Alors j'ai pas regardé, j'ai pas été regarder les chiffres exacts, d'éventuelles courbes ou autres de ce point de vue-là, mais peut-être que les chiffres ont commencé à baisser depuis quelques semaines et au-delà du spectacle. Je pense pas que Reto Raffiner, même s'il est CEO maintenant du CP Bern, donc à réfléchir aussi en termes de marketing, de merchandising et de catering, pour utiliser plein de termes anglais, désolé, de rentrée d'argent, a pris cette décision pour ça. On sait que ça avait été le cas avec Kari Jalonen il y a quelques années où le spectacle proposé n'était pas intéressant, c'était pas le digne du CP Bern. Est-ce que... moi je pense que c'est plutôt vraiment ce côté, comme il le dit, je pense qu'il voit plus une évolution positive de son équipe avec les chiffres. Certes, il y a encore des succès. Bern est 6e à égalité de points avec Zug et Davos, avec 4 points seulement d'avance sur Fribourg qui a 3 matchs de moins. Je pense que là, il y a des choses qui se passent moins. Il n'y a pas de série de victoires actuellement non plus pour le CP Bern. Hein. Depuis 10 matchs, il y a eu 2 défaites consécutives, mais autrement, c'est victoire-défaite, victoire-défaite, victoire-défaite. Donc c'est aussi une façon de stagner. C'est là peut-être où Raffiner a vu ces éléments d'alarme et Lundskog était en fin de contrat, donc autant commencer déjà le processus, le nouveau processus, décidément, moi aussi je fais du Mark French, avec le nouvel entraîneur. Par contre, ce qui est très étonnant, c'est que Bern joue ce week-end, on est lundi, il y a eu une pause de l'équipe nationale, et on sait toujours pas qui. Et on sait toujours pas quel est le nouveau coach. Ouais, alors c'est lundi 14 novembre 13h20 pour ceux qui se posent la question et qui veulent nous le sortir ce soir quand Bern aura nommé son nouveau coach. Je ne sais pas du tout quand est-ce qu'ils vont l'annoncer. Ouais, pour l'instant il y a rien du tout et moi c'est ça qui me gêne un petit peu, c'est qu'on évince Johan Lutskog mais on n'a pas le remplaçant. Normalement quand on fait ça, parce que comme tu l'as dit Pascal, la décision elle n'est pas tombée après le match contre Zurich. On savait qu'à la fin... En fait, Reto Raffiner, à nos collègues alémaniques, dit, ou c'est dans la Berner Zeitung, je ne sais plus, dans lequel il explique qu'en fait, Lundskog partait le dimanche en Amérique du Nord, donc il voulait lui annoncer de vive voix. Donc il n'y avait plus que ce moment-là pour lui annoncer de vive voix. Voilà, puis il l'a annoncé aux joueurs avant qu'ils partent. Hein. Ils ont joué le match vendredi et à la fin du match, on apprend que l'entraîneur est limogé. C'est dit vendredi. Oui, bah le samedi soir, voilà. Le samedi soir, à la fin du match, on apprend que Lutskog est limogé, mais directement là, on aurait dû annoncer un nouvel entraîneur du côté du CP Bern. Vous limogez pas votre entraîneur sans savoir qui va venir. Ou alors, vous mettez l'entraîneur des juniors élites ou vous mettez l'assistant que vous nommez directement ou vous mettez le directeur sportif. Mais vous pouvez pas limoger un entraîneur et puis dire « Ah, maintenant, on attend ». Il y a eu une semaine de pause, on n'a toujours rien. C'est assez surprenant de la part d'un club comme le CP Bern. Oui, c'est plus ça. C'est plus de nouveau, le timing qui fait que c'est surprenant. On s'y attendait pas le samedi, le 5 novembre. Non, vraiment pas. À voir une publication. Puis surtout après une victoire. Après une victoire, il n'y avait pas de... Il n'y a pas de signe annonciateur non plus. Bern est 6e, il gagne le match. Voilà, ce que je disais, c'est qu'il y avait peut-être
dans les chiffres avancés, on n'est pas allé regarder dans les statistiques avancées, les chiffres pour voir ces évolutions-là dont parlera Feiner. Et je pense que c'est ça, mais c'est vrai que c'est vraiment une histoire de timing. C'est après une victoire, et je pense que ça a plus mis une épine dans le pied de Reto Feiner et d'Andrew Hebet au moment d'annoncer à la fois aux joueurs et à Lundskog que c'était terminé. Par contre, j'ai bien aimé la communication du CP Bern après, c'est-à-dire que il y a eu, dans la Berner Zeitung, les joueurs ont pu s'exprimer clairement, dire on n'a pas compris, on était en train de fêter, tout d'un coup il n'y avait plus un bruit dans le vestiaire. Il y a des déclarations de Tristan Chervet qui dit moi je comprends pas, moi je l'aime bien, Lundskog, tout s'est bien passé pour moi, je suis un peu surpris, je suis un peu triste. On n'a pas polissé derrière le discours. Du côté du CP Bern, on a laissé les joueurs s'exprimer, et ça a souligné. Lucas nous dit qu'il soit 13 000 ou 16 000, le public de Berne est un problème, puisqu'on a plus affaire à des spectateurs qu'à des supporters, mais je pense que là c'est plutôt quelqu'un qui n'aime pas le CP Berne qui écrit ça. Et Nicolas nous dit le souci à Berne est plus profond à mon avis. Je pense aussi, il y a eu une des problématiques de Berne, c'est qu'actuellement avec les nouvelles patinoires, Berne n'est plus l'adresse où aller. Il y a quelques années de ça, c'était Zurich, Berne ou Lugano. Ou Davos. Tous les joueurs rêvaient de jouer voilà. dans ces clubs-là. Aujourd'hui, évidemment, c'est plus le cas. C'est plus le cas. On a envie de jouer aussi ailleurs qu'à Berne. Ouais. Et Berne doit accepter aussi de ne plus être le club phare du pays qu'il a été pendant une quinzaine d'années. Parce qu'il y a d'autres clubs qui sont en train de rayonner. Il y a d'autres clubs qui ont mis en place aussi des structures, notamment au niveau des jeunes. Je pense à Zug, avec son académie. Il y a Bienne qui a un très bon mouvement junior aussi. Donc forcément, il y a de la concurrence, que ce soit au niveau cantonal ou au niveau national pour le CP Berne. Et je pense que Berne a loupé ce virage-là il y a quelques années en arrière, d'être l'équipe phare de National League. Oui, et puis l'entraîneur qui devrait être normalement nommé cette semaine, puisque le prochain match de Berne, c'est samedi contre Fribourg, donc ils ont encore toute la semaine pour trouver quelqu'un et pour mettre en place un système, donc ça devrait tomber incessamment sous peu, mais pour l'instant, on a toujours rien, Pascal, donc on va attendre. Un dernier tour sur la page du CP Berne, mais non, toujours rien, c'est toujours le podcast avec Sven Berchi. Si vous voulez aller entendre Sven Berchi, on va parler en suisse-allemand. N'hésitez pas. Voilà, on a fait un peu de pub pour le CP Berne. Je crois qu'on est arrivé au terme de ce qu'on avait à dire, Jérôme. On se disait si on fait 20 minutes, c'est pas grave. On a fait 1h25, c'est pas grave non plus. C'est pas grave non plus. On espère que vous avez eu du plaisir à nous écouter ou du plaisir à nous réécouter. Rapidement, on vous rappelle que demain, il y a la Champions League dès 18h pour les premiers matchs. Jusqu'à 19h45 pour les débuts des matchs des équipes de Suisse. Vous pourrez voir tous les matchs des équipes de Suisse et des autres matchs également en commentaire anglais, si je ne me trompe pas. Et puis Genève-Bienne sur MySports 1 à 19h40, mercredi Lausanne-Lugano à 19h40. Il y a également de la Champions League le mercredi. Et puis vendredi, samedi, dimanche, avec dimanche en après-midi et en soirée, des matchs de hockey sur glace à suivre sur MySports. Si vous voulez connaître exactement tout le programme, n'hésitez pas à vous abonner sur Facebook, Twitter et Instagram pour avoir le détail. Et puis dans quelques instants, vous pourrez retrouver ce podcast sur Facebook en rediffusion vidéo et dans l'après-midi sur YouTube. Et puis pour les versions audio sur Spotify, SoundCloud et Apple Podcast, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à mettre des pouces bleus si vous avez aimé. Et puis Jérôme, merci beaucoup. Merci à vous dans les commentaires. On n'a pas pu répondre à tout le monde. Vous avez été une nouvelle fois très actifs. Et puis retour d'Overtime la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.